Notre invité politique ce matin, c'est Aurélien Pradier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, plaisir. député du Lot, secrétaire général des Républicains. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane. Bonjour Monsieur Pradier. Et Aurélien Pradier, on commence par la crise sanitaire puisque le taux d'incidence ne baisse plus. Le variant Delta inquiète, il progresse et la vaccination est toujours insuffisante. C'est en tout cas ce que dit le gouvernement dans Les Échos. Ce matin, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, dit « Nous avons fait jusqu'à maintenant le choix de la conviction plutôt que de la coercition, mais cela pourrait évoluer ». Est-ce que vous soutiendrez la vaccination obligatoire si jamais le gouvernement prend cette décision ? Je pense que c'est une erreur. Les menaces en matière de santé publique, ça n'a jamais fonctionné. Et ça ne fonctionne pas dans un moment où on a une crise de confiance absolument majeure. On a un sujet qui est aujourd'hui l'accès à la vaccination pour nos concitoyens. Je ne suis pas sûr que ce soit si simple que ça d'accéder aujourd'hui à la vaccination. Je le vois moi dans les territoires. On a, à mon sens, baissé la garde sur l'élan qu'il fallait donner à nos concitoyens pour aller se faire vacciner, sur la facilité aussi à aller se faire vacciner. Je dois avouer que j'y comprends plus tout à fait grand-chose sur qui est prioritaire, qui ne l'est plus, à qui on ouvre, à qui on n'ouvre pas. Aujourd'hui, tout le monde peut aller se faire vacciner. Oui, mais sauf que dans la réalité, c'est pas si évident que ça. Et il n'y a pas de critique inutile dans ce que je dis. Je dis simplement qu'il faut qu'à chaque fois, nous soyons bien attentifs et bien certains que partout la vaccination est accessible le plus facilement qu'il soit. Le deuxième sujet, c'est de redonner confiance à nos concitoyens. Moi, je ne crois pas à la contrainte, non pas parce que je suis hostile à la vaccination, pas du tout, mais seulement parce que je pense que ça fait l'effet inverse. Ça casse la confiance. Et nous sommes à un moment où nous avons besoin de cette confiance-là. Et donc, accompagnons nos concitoyens vers la vaccination, expliquons ce qui doit être expliqué, que pour certaines professions en particulier, nous ayons une vaccination obligatoire. Ça n'a rien de nouveau, ça existe déjà, notamment pour des professionnels qui travaillent dans la petite enfance, pour d'autres types de pathologies. Mais pour le reste, dans les EHPAD, par exemple, est-ce qu'il faut rendre cette vaccination obligatoire ? Quand hier, Jean Castex dit que c'est pas admissible que le virus rentre dans les EHPAD via les soignants, est-ce que là, il a raison ? C'est pas admissible pour les résidents, mais c'est pas admissible pour les soignants non plus qui sont en danger. Moi, je suis assez favorable à ce que on puisse avoir des contraintes selon les métiers. En revanche, que l'on ait des contraintes dès lors qu'on est un simple citoyen, je n'y crois pas et ça m'inquiète parce que cette hygiénisation de la société, on a souvent eu ce débat, je crois même ici d'ailleurs avec vous, est quelque chose qui peut être rassurant a priori, mais qui à mon avis sur du moyen et du long terme est plus dévastateur qu'autre chose. Mais oui pour les soignants, oui, à la pour les soignants, c'est surtout ça. Pour les soignants, je l'ai dit d'ailleurs il y a déjà quelques années. Pour l'ensemble de la population, a priori, on n'est pas parti pour. Non, mais attention au toboggan. Quand on commence à expliquer que pour fréquenter tel lieu, il faudra une vaccination, que pour faire telle activité, il faudra une vaccination. Au final, il ne faudrait pas qu'on ait une vaccination contrainte sans vouloir le dire. L'autre moyen, ce serait de rendre les tests PCR payants, les tests PCR de confort, on va dire, qui permettent aux Français d'éviter la vaccination ou de la contourner s'ils n'en ont pas l'usage. Est-ce que là aussi, vous pensez que c'est plutôt une bonne solution, une bonne piste ? Quel est notre objectif aujourd'hui ? Notre objectif, c'est de s'assurer qu'on ne rebascule pas dans une situation ingérable. Or, aujourd'hui, vous le disiez, il y a des raisons d'être rassuré, il y a aussi des raisons d'être vigilant. On a des départements, d'ailleurs, des territoires dans lesquels on a une augmentation de la contamination. Et donc, je ne pense pas que ce soit le moment de jouer les petits comptables. On a un vrai sujet sur la dépense publique de santé depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, qui a explosé. On est bien d'accord. Mais en revanche, il faut que nos concitoyens puissent se tester le plus simplement possible, tant qu'on est encore dans une période fragile. Et donc je ne suis pas très favorable à ce qu'on pose ces contraintes-là, parce que je ne crois pas que c'est ce qui amènera nos concitoyens aujourd'hui réticents vers la vaccination. Je ne crois pas que ce soit ça qui permette de les pousser à se vacciner. Dernière question sur les moyens peut-être à utiliser. On sait que la chancelière allemande Angela Merkel s'est posé la question de nouvelles restrictions aux frontières. Est-ce que vous seriez favorable aussi à un durcissement de ces restrictions pour éviter, là encore, une nouvelle vague ? Oui, je suis totalement. D'ailleurs, les Républicains, depuis l'origine, avons dit que nous avions un sujet avec les frontières. Et vous souvenez-vous, à l'époque, le ministre Véran nous riait au nez en disant le virus n'a pas de passeport. Ils ont tardivement, d'ailleurs, fait ce que nous leur demandions de faire. Donc oui, nous avons un sujet avec nos frontières. Je pense qu'il faut être beaucoup plus contraignant sur l'entrée et les sorties. Parce que là, on est sur un choix de liberté. Quand vous partez en vacances à l'étranger, écoutez, si vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous ne partez pas en vacances à l'étranger si le pays qui vous accueille a posé cette contrainte-là. Ça ne changera rien fondamentalement à votre vie, c'est un choix que vous faites, et si vous le faites, je pense que vous pouvez assumer cette contrainte, y compris pour ceux qui viennent dans notre pays, parce que je le rappelle, mais un des sujets fondamentaux de cette pandémie a été lié à la circulation des êtres humains sur
sur notre planète. Et donc, avoir à nos frontières une sécurisation sanitaire, ça me paraît être la moindre des choses. Et dernière question là-dessus, puisque ce matin, Gabriel Attal, il emploie l'expression de fracture vaccinale. Il dit « Je crains qu'une fracture vaccinale ne divise les Français. Ceux qui sont vaccinés ne toléreront pas de nouvelles restrictions liées au refus de vaccination de certains autres. » Vous aussi, vous la redoutez, cette fracture vaccinale ? Moi, je redoute beaucoup l'ensemble des fracturations de notre pays. Je sors de 3 mois de campagne en Occitanie, je fais 70 000 kilomètres, j'ai rencontré des milliers de femmes et d'hommes et je n'ai vu que des fractures. Des fractures entre les jeunes et les plus âgés, des fractures entre ceux qui vivent bien et ceux qui vivent dans une situation de pauvreté, des fractures entre ceux qui peuvent se soigner et ceux qui ont du mal à avoir accès à des soins. Pardon de le dire, mais une fracture aussi entre ceux qui ont été les premiers à avoir accès à la vaccination et ceux qui n'ont pas été les premiers à avoir accès à la vaccination. Bref, oui, ces fractures-là, elles m'inquiètent. Mais Gabriel Attal, il doit comprendre que comme porte-parole du gouvernement, il a une part de responsabilité dans les fractures dont notre pays souffre depuis plusieurs années. Je crois que ce gouvernement, Emmanuel Macron en particulier, a parmi ses plus grandes fautes celle d'avoir fracturé la société à bien des égards. Et ça vaut y compris sur les questions de stratégie sanitaire. On va revenir sur les régionales évidemment, mais d'abord on va parler de la réforme des retraites. Oui, autre possible fracture qui pourrait venir bousculer la France dans les prochains mois, c'est la petite musique de la réforme des retraites qui est revenue du côté du gouvernement. Alors évidemment, aucune décision n'est prise pour l'instant, mais le président de la République pourrait annoncer ce mois-ci la poursuite de plusieurs réformes, dont celle des retraites, via un report de l'âge légal à 64 ans dès la fin d'année. Alors, question simple, est-ce que pour vous, c'est opportun de faire ça avant la présidentielle ? Écoutez, on peut peut-être se parler un peu franchement. C'est même le but ici. C'est le but, et bien donc nous allons le faire. Tout ça est une blague, une mauvaise blague, et tout ça est une blague. En quel sens ? Le lendemain d'une élection régionale perdue pour le président de la République, comme aucun président de la République n'a jamais perdu une élection de ce niveau-là, il annonce, par quelques entrefilés dans la presse, qu'il va reprendre le chemin de la réforme, comme pour enjamber l'échec de l'élection régionale. Ce n'est que cela, l'objectif. Que cela. Il faut être absolument lucide. C'est politicien pour vous. C'est une petite manœuvre politique et sur un sujet qui ne peut pas souffrir de manœuvre politique. La question de la réforme des retraites, c'est une question colossale pour notre pays. C'est sûrement un des grands sujets de justice sociale dans notre pays pour les décennies qui viennent. C'est un des grands sujets de solidarité nationale dans notre pays pour les décennies qui viennent. On ne traite pas de cette question avec autant de négligence et autant d'esprit politicien. La réforme des retraites, c'est pas une tactique politicienne. La réforme des retraites, c'est revoir l'architecture des solidarités et de la justice sociale dans notre pays. Et ça mérite autre chose qu'un amendement au coin d'une table dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Tout ça n'est pas sérieux. Au mieux, n'est pas sérieux. Au pire, est une manière de prendre les Français pour des imbéciles. Alors ça mérite autre chose qu'un amendement, mais est-ce que ça mérite un vrai débat ? Est-ce que ce débat doit avoir lieu avant la présidentielle ? Vous vous souvenez tout de même que... Est-ce que si un vrai texte, un vrai débat, là vous dites oui, effectivement, il faut qu'on se pose cette question rapidement ? Enfin, nous n'avons pas, ni vous ni moi, des mémoires de poisson rouge. Il y a quelques mois, nous avons eu un débat sur la réforme des retraites. J'y ai participé des dizaines et des centaines d'heures avec mes collègues. Nous avons fait des propositions d'ailleurs, nous les Républicains, pour non seulement allonger l'âge de départ à la retraite, mais recréer un vrai dispositif universel de pénibilité. Ce sont nos propositions. C'est le président de la République et son équipe gouvernementale qui, au final, ont abandonné cette réforme. On souhaitait l'abandonner politiquement. C'est pas nous qui l'avons abandonné, ce sont eux qui l'ont abandonné. Et vous croyez qu'aujourd'hui, à peine 1 an de l'élection présidentielle, c'est-à-dire en gros on a 6 mois devant nous, puisque l'élection présidentielle va très vite arriver, vous croyez vraiment qu'on ouvre un chantier aussi important ? Enfin franchement, non seulement c'est pas sérieux, mais en plus, je le dis comme je le pense, c'est prendre les parlementaires pour des imbéciles, ça Emmanuel Macron en a l'habitude, mais c'est aussi prendre les Français pour des imbéciles. C'est une partie de la réforme, vous l'avez bien saisi, parce que là on parle d'une réforme paramétrique qui vise à redresser les finances et l'équilibre du système des retraites, mais qui ne galvaude absolument pas l'autre partie de la réforme, plus systémique, où on parle de la fusion des régimes de retraite et finalement de revoir l'architecture. Ce que vous décrivez, c'est comme si en fait le président de la République faisait solde de tout compte avec l'idée d'allonger la durée de cotisation, mais ce n'est pas le cas. Et bien sûr, il n'abandonne pas le reste de la réforme. Mais il n'abandonne pas, sauf que moi mon espoir c'est que dans 1 an Emmanuel Macron ne soit plus président de la République.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il coupe l'herbe sous le pied finalement d'une candidature à droite? On pense à Xavier Bertrand qui a proposé la même chose. Vous savez, cette histoire-là, on nous la raconte depuis 4 ans. Ça fait 4 ans qu'Emmanuel Macron, en faisant des petits coups politiques, Emmanuel Macron, c'est un politicien de marketing. Donc il considère qu'en faisant des coups politiques, en faisant des appels du pied, il arrive à draguer un électorat. C'est pas comme ça que ça se passe. Et personne n'est dupe sur le fait qu'il prend les Français pour des imbéciles en leur annonçant une réforme qui n'aura pas lieu. Et là où j'ai une divergence avec ce que vous évoquez, c'est que moi je considère que la réforme des retraites, c'est un bloc. On n'est pas là pour faire des ajustements sur la réforme des retraites. Vous vous rendez compte quand même que la question de l'âge de départ à la retraite va changer la vie de centaines de millions de nos concitoyens. Et que donc on ne peut pas traiter cette question si on ne traite pas en même temps la deuxième jambe, qui est celle de la justice sociale dans la réforme des retraites, qui est la pénibilité. C'est le régime universel de pénibilité que nous avions proposé. C'est aussi la fin des régimes spéciaux. Enfin, où est passé le matamor Emmanuel Macron qui montrait ses muscles en disant « vous allez voir ce que vous allez voir, je vais réformer ce pays en profondeur ». Vous vous rendez compte que depuis 4 ans, il joue le comédien, le grand réformateur des grands soirs, et au final, on atterrit sur un amendement dans un projet de loi de finances de la sécurité sociale pour réformer les retraites. Enfin, franchement, si c'est pour être un petit gestionnaire et mauvais gestionnaire de cette manière-là, c'est pas la peine d'être président de la République. Emmanuel Macron n'a qu'à être chef de bureau à Bercy, et j'ai beaucoup de respect pour les chefs de bureau, mais pas président de la République. Allez, on va parler des régionales et de la question de l'abstention, Julien, notamment. Oui, alors le président de l'Assemblée nationale, vous l'avez vu, Richard Ferrand, a annoncé mardi en conférence des présidents la création d'une mission sur les ressorts et raisons de l'abstention. Alors c'est vrai que tout le monde, toute formation confondue, s'est retrouvé face à une abstention inconnue jusqu'à présent, record. Que doit-on faire selon vous pour redynamiser la démocratie ? C'est un sujet sur lequel il faut que nous fassions preuve de beaucoup d'humilité. Mais moi, je me pose une question. D'abord, je ne crois pas que les ressorts de l'abstention soient liés à la difficulté à voter. Le vote électronique, le vote sur plusieurs jours, tout ça c'est très bien. Moi, je veux bien qu'on en discute, même si j'ai beaucoup de réserves. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est à quel point aujourd'hui il y a un vide entre la vie politique et la vie de nos concitoyens. Moi, je l'ai vécu en faisant la campagne que j'ai menée. Et je vais vous dire, je pense qu'une des principales raisons, c'est le comportement politique. Et je sais que c'est difficile à dire, vous allez me trouver dur, mais je le pense véritablement en vous le disant. La manière dont les politiques se comportent depuis plusieurs années, dont ils trahissent leur famille politique avec autant de facilité, dont ils jouent les girouettes avec autant de banalité, dont ils ne défendent plus aucune conviction, l'effacement de la droite et de la gauche, l'effacement des grandes valeurs, des grands clivages politiques, des idéologies qui pour moi ont un sens positif. Cette idée que tout se vaut, c'est la grande idée macroniste. Et je pense que le bal des trahisons depuis plusieurs mois, plusieurs années. Pensez à qui en parlant des traîtres ? Tous ceux qui... La Macronie est faite de traîtres de droite et de traîtres de gauche. Alors je sais que quand je prononce ce mot, on hurle en me disant « enfin vous êtes dur ». Excusez-moi, mais on est quand même dans une époque où on n'ose plus dire les choses. Quelqu'un qui est capable de passer d'une famille politique en une autre pour avoir un poste ministériel, ça s'appelle un traître politique. Gérald Darmanin, par exemple. Gérald Darmanin en est la plus grande incarnation. Oui, il n'est pas le seul. Il a rejoint beaucoup d'autres de ses amis ou de ses ennemis de gauche dans le même gouvernement. Mais je ne le dis pas pour le plaisir d'être désagréable avec eux. Je le dis parce que moi, je l'ai vécu sur le terrain. Vraiment, à quel point nos concitoyens se sont désespérés de voir que les politiques étaient devenus incapables de défendre des convictions, même quand c'est difficile. Et je pense que tout cela a banalisé, a dégradé l'idée que l'on se fait de la politique. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles plus de la moitié de nos concitoyens ne vont plus voter. C'est un lent délitement du comportement. Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça, Monsieur Pradier ? Parce que la trahison fait partie de l'histoire politique, elle en est même la consubstantielle quasiment. Non, pas la trahison, vous vous trompez, pardon de vous dire. Elle fait partie de l'histoire politique, non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, il y a une différence. Non, pas la trahison des idées politiques. Je ne dis pas qu'elle est que ça, je dis qu'elle fait partie de la lutte. Dans l'histoire, je veux vraiment insister sur ce point si vous me permettez. Non, cette époque que nous connaissons ne ressemble pas aux époques passées. Il y a quelques décennies, vous ne passiez pas d'une famille politique à une autre. Que dans votre propre camp, vous tiriez des coups de poignard dans le dos pour réussir, c'est une chose. Mais vous ne quittiez pas votre famille politique pour aller dans une autre famille politique avec autant de banalité. Vous vous rendez compte tout de même qu'il y a des femmes et des hommes aujourd'hui qui sont ministres de la République dans ce gouvernement, qui quelques jours avant de devenir ministres, bataillaient à l'Assemblée nationale contre le gouvernement.
Et est-ce que vous ne pensez pas vraiment, je le dis, que tout cela dégrade le comportement politique? Encore une fois, comment fait-on pour résoudre ça, monsieur? Eh bien, d'abord, on dit que désormais, passer d'une crèmerie à une autre, c'est pas banal. Ça, on le dit déjà. Et le premier à avoir fait un gouvernement d'ouverture, c'est Nicolas Sarkozy. Mais il y a une différence entre le gouvernement d'ouverture et aujourd'hui ce en même temps. Est-ce que l'on peut, un instant, c'est peut-être pas très concret ce que je dis, mais c'est à mon sens la clé, comprendre que la fin des convictions politiques, ce que la Macronie a théorisé, la fin de la droite et de la gauche, c'est un poison pour notre démocratie. Nous avons besoin d'une droite et d'une gauche. De radicalité. On entend beaucoup cette idée qu'il faut retrouver de la radicalité dans le paysage politique. C'est votre sentiment? Je n'ai jamais prononcé le mot de radicalité, mais en tous les cas de clarté. De clarté, de sincérité. Et il faut faire basculer le camp de l'opportunisme vers le camp des convictions. Oui, ça je le crois beaucoup. Et je peux vous assurer que même en Occitanie, en menant la campagne que j'ai menée, j'ai vu des femmes et des hommes espérer qu'il y ait enfin des responsables politiques qui disent qu'ils sont fidèles à leurs convictions, même quand il y a un peu de tempête. Est-ce qu'Emmanuel Macron il a raison de ne pas tirer de conséquences nationales de ce scrutin en disant c'est une élection locale, ou est-ce que pour vous elles doivent être tirées? Est-ce que par exemple il doit réunir les parlementaires en congrès d'ici la fin de mois de juillet? Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien entre le résultat de l'élection et la réunion du Congrès. Est-ce qu'il doit s'exprimer? Est-ce qu'il doit s'expliquer devant les parlementaires? Devant les parlementaires, mais devant les Français. Enfin, donc pas forcément en congrès pour vous? Non. Vous n'êtes pas favorable à un congrès, ou vous ne le demandez pas en tout cas? Je ne demande pas le congrès pour le plaisir de réunir le congrès. Il faut qu'il derrière il y ait une vraie réforme. S'il n'y a pas de proposition de réforme, ça ne sert à rien de réunir le congrès. C'est pour écouter Emmanuel Macron, moi je peux l'écouter à la télé, ça me va très bien, pardon de vous le dire. Mais en revanche, si le congrès est réuni pour transformer et la Constitution et les grands éléments de notre pays, pourquoi pas? Quant à la question de savoir s'il doit considérer que cette élection ne le regardait pas, enfin, c'est quand même inouï. Il a envoyé des bataillons de ministres dans les régions pour mener la bataille. Des parlementaires ont été candidats, y compris dans ma région, ont pris des claques électorales dès le premier tour. Enfin, c'est quand même, il faut être totalement perché, totalement déconnecté, enfermé à l'Élysée pour supposer qu'il n'y a pas de lien. Dans une étude de Doxa sortie sur les raisons pour lesquelles les gens ne sont pas allés voter, 60% disent qu'avant tout, c'est la responsabilité des partis et pas d'Emmanuel Macron. Mais enfin, cette époque est curieuse. Dans cette époque, personne n'est responsable de rien. Le président de la République essuie un échec électoral colossal. Enfin, je vous rappelle que certains de ces ministres n'ont pas passé le premier tour de l'élection régionale. Pas passé le premier tour. Moi, dans ma région... Ils doivent démissionner, ceux-là, ou pas? Écoutez, il y a une époque où il y avait un code d'honneur en politique. Je sais que là, le mot que je prononce est aussi un mot qu'on ne prononce plus. Il y avait un code d'honneur quand on était, par exemple, ministre de l'Intérieur et qu'on était incapable d'assurer la diffusion des propagandes électorales. On ne venait pas dire à la représentation nationale « Excusez-moi, je suis désolé, c'est inacceptable, je ne recommencerai plus ». Non, on démissionne. Donc Gérald Darmanin doit démissionner pour vous. Mais c'était une époque, pardon, il n'y a pas si longtemps, où il y avait ce code d'honneur. Mais ce matin, vous demandez sa démission. Vous dites en tous les cas, je considère que s'il avait une certaine idée de l'honneur, nous n'aurions pas besoin de le demander. Il démissionnerait lui-même. Vous vous rendez compte que le ministre de l'Intérieur, chargé des élections, a été, pardon, je vais être brutal, pas le dire comme ça, j'allais dire infoutu, mais incapable d'assurer la distribution des propagandes électorales. Enfin, c'est pas un petit sujet tout de même. Moi, j'ai un préfet de région qui m'a appelé dans ma région la veille du deuxième tour en me disant « Écoutez, monsieur le député, bon, il y a autour de 30% des propagandes électorales qui ne seront pas distribuées, mais les gens pourront le consulter sur un site internet. » Enfin, excusez-moi, mais une grande démocratie comme la nôtre a quelques soucis à se faire. Et donc, pour répondre pleinement à votre question, oui, il y a un lien entre Emmanuel Macron et cet échec électoral. Et s'il ne veut pas en prendre conscience aujourd'hui, il en prendra conscience un jour, c'est-à-dire dans quelques mois, lorsqu'il y aura un autre verdict qui sera celui de l'élection présidentielle. On va parler des conséquences des régionales pour votre parti, les Républicains qui ont gardé leur région en métropole, tout du moins. Est-ce que quand même les régionales, elles vont laisser des traces dans votre parti? Est-ce qu'elles n'ont pas mis en lumière finalement deux lignes qui étaient très claires et qui étaient peut-être irréconciliables? Écoutez, il y a quelques semaines, on nous annonçait un échec colossal. Aujourd'hui, on a une magnifique victoire sur l'ensemble de notre pays. C'est une bonne nouvelle. Vous me permettrez de prendre un peu de plaisir aussi à ce que nous ayons eu une réussite électorale. Non, on a réussi à tenir cette ligne-là, qui est la ligne de la droite républicaine, qui n'est ni la remorque de Marine Le Pen, ni la remorque de la République En Marche. Et moi, je l'ai fait dans ma région, en menant une campagne que je considère courageuse, parce que c'est comme ça que je l'ai menée, en étant fier d'avoir éliminé au premier tour la République En Marche, en étant aujourd'hui le plus près possible
possible du Rassemblement national, alors qu'il y a quelques années, ils étaient 2 fois plus nombreux dans l'hémicycle. Donc non, quand on tient sa ligne et sa colonne vertébrale, on avance. Mais c'est laquelle la ligne ? Est-ce que c'est la ligne de Renaud Muselier qui finalement a remporté sa région en faisant une alliance de premier tour avec des marcheurs ? Ou est-ce que c'est la ligne, par exemple, de Laurent Wauquiez qui, lui, a également remporté sa région en étant très clair sur pas d'alliance avec la République En Marche et en faisant chuter le Rassemblement national dans sa région ? C'est laquelle la ligne ? Notre ligne, c'est celle de la droite républicaine. Et il faut que vous vous sortiez de la tête cette idée selon laquelle nous devrions être condamnés à être les sous-fifres des uns ou des autres. Nous réussirons lorsque nous assumerons ce que nous sommes en train de faire depuis plusieurs mois, d'être nous-mêmes, la droite républicaine. Et sauf que là, il n'assumait pas la même chose, par exemple. Mais Renaud Muselier, on a eu ce débat. Moi, je pense que Renaud Muselier, dont je salue la magnifique victoire, parce qu'elle était incroyablement méritée au regard du travail qu'il a fait comme président de région, il aurait pu gagner aussi bien, voire encore mieux, sans avoir ces premières semaines douloureuses. Et pour le reste, je pense que nos concitoyens, lors de cette élection régionale, au-delà d'envoyer un message très dur à Emmanuel Macron, ont aussi envoyé un message très dur à Marine Le Pen. On le dit peu parce que la scène qu'on nous avait installée consistait à dire que Marine Le Pen allait exploser tous les plafonds. La réalité, c'est que c'est un échec colossal pour Marine Le Pen. On l'a un peu dit quand même sur les plateaux. Hein. Oui, mais c'est bien de le répéter, donc je le répète. Oui. Et ça, il faut le dire et le répéter parce que le match qu'on veut nous installer, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, je pense qu'il n'existe que dans les commentaires et dans les sondages, pas dans l'esprit des Français. On va parler de la candidature de la droite. Oui, justement, parce que les sondages, en l'occurrence celui des Labs hier, donne Xavier Bertrand en premier candidat de la droite à 14% seulement au premier tour. Vous vous retrouvez finalement avec une abondance de biens. Vous avez 3 grands présidents de région, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand, qui ont été très bien réélus et qui se trouvent être des candidats putatifs pour 2022. Une question, c'est qu'attendre novembre pour désigner un candidat, alors même que l'un d'entre eux, Xavier Bertrand, a commencé sa campagne depuis quasiment 1 an, si ce n'est officiellement, mais en tout cas officieusement, est-ce que c'est pas trop tard ? Est-ce qu'on perd pas beaucoup de temps là-dedans ? C'est trop tard sûrement pour vous, parce qu'il va falloir encore que vous attendiez le mois de novembre. Non, mais même pour vous, par exemple, les sénateurs, les républicains, ils mettent quand même la pression sur la direction du parti en disant il faut accélérer le calendrier maintenant. Du parti. Oui, il y a des débats, ils sont très intéressants. Moi, on m'a toujours dit que la première qualité des sénateurs, c'était le sang-froid et le calme. Bien, j'invite mes collègues sénateurs à faire preuve de sang-froid et de calme. Et le sang-froid et le calme, c'est un message politique. Nous sommes dans un moment où, je vous l'assure, les Français qui, à plus de 60% d'entre eux, ne sont pas allés voter pour une élection régionale, ne sont pas du tout dans l'obsession de savoir comment les Républicains vont organiser un système qui permettra de désigner leur candidat. En novembre, ça suffira largement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est toujours passé, puisque vous parliez d'histoire politique tout à l'heure. Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, ce sont toujours... Est-ce que le contexte était le même ? Quand Roger Carucci dit que vous allez perdre l'élan des régionales, est-ce qu'il manque de sang-froid et de Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac se sont annoncés au mois de novembre. Et à l'époque, c'était différent d'aujourd'hui, vous avez raison. Aujourd'hui, même en novembre, ce sera très tôt. Et je dis à l'ensemble de mes collègues sénateurs que dans un moment où nous sortons effectivement d'une victoire à l'élection régionale, c'est pas le moment de perdre ses nerfs. C'est le moment d'adresser aux Français un message de sérénité en leur disant « Nous avons compris que vous vouliez nous faire confiance ». Qu'il faut qu'on continue à se reconstruire sur le fond, et c'est pas le moment de se déchirer sur les tapis du Sénat ou de l'Assemblée nationale pour savoir qui sera notre candidat. Nous le ferons en octobre. Ne va pas arriver naturellement, étant donné que le président des Hauts-de-France, candidat, refuse de participer à une primaire des Républicains. Il ne veut pas s'inscrire. Primaire à laquelle vous n'êtes pas favorable d'ailleurs. Exactement. Et donc on sent bien qu'il risque d'y avoir dès la rentrée, de toute façon, deux jeux qui vont s'affronter avec des candidats. Encore une fois, pas déclaré, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et d'autres qui vont vouloir un départage, et un autre candidat qui n'en voudra absolument pas. Vous allez courir sur 2 couloirs à la fois. Comment vous faites ? Je vous remercie de nous vouloir le plus grand bien. La réalité, c'est qu'il y a encore 2-3 ans, on nous disait que nous allions perdre les élections municipales. On les a gagnées. Il y a quelques semaines, on disait qu'on allait perdre les élections régionales. On les a gagnées. Il y a quelques mois, on nous disait que la droite était morte, divisée, fracturée, qu'elle allait disparaître. Elle est là solidement. Et aujourd'hui, notre problème, c'est de gérer le trop plein de talent. Alors qu'il y a quelques temps, on nous disait, mais vous n'avez pas de candidat. Quand je venais ici, on nous disait, mais vous n'avez pas de candidat, quelle horreur. Où est-ce que vous allez le trouver ? Aujourd'hui, on en a trop à gérer.
Je le redis, attendre novembre, c'est faire preuve de sérénité, de responsabilité, et c'est un message politique en soi. Avec une primaire ou pas? Et je dis qu'à la rentrée... Pour vous, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je suis hostile à la primaire telle qu'on l'a vécue, parce que c'est une machine à diviser. Et donc, trouvions un autre système, le système de départage, qui permette que demain, nous n'ayons qu'un seul candidat. Qui? Je n'en sais rien. Et vous le disiez, nous avons de nombreux talents autour de la table. Je veux simplement dire à chacun de mes collègues qui se disent qu'ils peuvent devenir président de la République, que certains sûrement peuvent le devenir, que d'autres savent déjà qu'ils ne le deviendront jamais. François Baroin, par exemple? Et que, oui, mais j'ai toujours eu une fidélité à l'égard de François Baroin. Vous savez, moi, je suis constant dans mes soutiens. Et je veux donc dire à chacun de ces candidats... Mais ça veut dire que vous l'espérez encore, sa candidature? Je le soutiens jusqu'au jour où il dira qu'il n'est plus candidat. Donc il n'a pas dit clairement encore? Non, il ne l'a pas dit clairement, et peut-être qu'il le dira, mais vous savez, je vous parlais tout à l'heure de fidélité politique, j'essaie de m'appliquer à moi-même ce que je demande aux autres. Je suis fidèle à son héritage politique, celui de Jacques Chirac, et à la personnalité qui est celle de François Baroin. Mais nous verrons. Et ce que je veux vous dire, c'est que la droite républicaine a une immense responsabilité, qui est de transformer le pays demain et d'être au rendez-vous de la confiance des Français. Ça veut donc dire que parmi tous ceux qui se considèrent être extrêmement talentueux pour être président de la République, il faudra qu'ils soient assez talentueux aussi pour se ranger derrière celui qui aura le plus de chances de l'emporter. Et ça, nous le verrons en novembre. Merci beaucoup Aurélien Pradier. Vous viendrez nous en reparler, on espère, d'ici Avec là. plaisir. Merci d'avoir été notre invité ce matin. On regarde la une de La Voix du Nord, c'est l'été. À la une de La Voix du Nord, le guide de l'été, 112 pages avec des idées de sortie et de loisirs en famille. Ça fait beaucoup d'idées du coup. Exactement. Et venez dans notre région pour en profiter. Merci Julien, merci Aurélien Pradier. Merci.